Bonsoir. La denrée rare de la politique congolaise, une jeunesse audacieuse. Est-ce un constat, une analyse, une critique des approches, des solutions aux maux qui minent la jeunesse congolaise? Voilà, c'est des questions suscitées par cet ouvrage de Titi Bonheur Baseka, La denrée rare de la politique congolaise, une jeunesse audacieuse. Titi Bonheur Baseka est avec nous sur ce plateau. Nous le recevons pour décortiquer son ouvrage. Bonsoir Titi Bonheur Baseka. Bonsoir, Monsieur Fortune. Dites-nous, vous êtes un jeune révolté ou encore vous poussez la jeunesse congolaise à la révolte? Eh bien, comme je le dis souvent, je ne suis ni révolté ni révolutionnaire. Je suis simplement un jeune Congolais qui veut participer à l'enracinement de la croissance et de l'émergence dans notre pays. Alors, la denrée rare de la politique congolaise, une jeunesse audacieuse, d'où vous avez tiré ce titre-là? Eh bien, ce titre vient d'un constat, vient d'une réalité que nous constatons dans notre société et dans toute autre société. Je pense que ce livre ne s'adresse pas seulement à la jeunesse congolaise en tant que telle, bien que la jeunesse congolaise est en pointe de mire. Ce titre s'adresse également à la jeunesse africaine et francophone dans sa globalité. Il s'agit ici de dire que la denrée rare de la politique dans son ensemble, c'est une jeunesse. Mais pas n'importe quelle jeunesse, une jeunesse audacieuse. Une jeunesse audacieuse, ce n'est pas une jeunesse révolutionnaire, c'est une jeunesse qui a la tête sur les épaules et une jeunesse qui veut participer, comme je l'ai dit en introduction, à l'enracinement de la croissance, de l'émergence et du développement dans notre pays. Alors, dites-nous, vous parlez de la jeunesse, d'un constat, hein, et qu'est-ce que vous avez constaté concrètement? Qu'est-ce qui vous pousse à dire aujourd'hui que dans le monde politique, la jeunesse est une denrée rare? Mais pas seulement dans le monde politique. Dans la conscience collective, la jeunesse est une denrée rare. Parce qu'une denrée rare, c'est une ressource que l'on ne retrouve pas à tout bout de champ. Et une denrée rare, c'est une ressource, dès lors que l'on l'a, on se retrouve comme habité par quelque chose d'extraordinaire. Et c'est même cela la jeunesse. La jeunesse est une denrée rare dans ce sens où, dès lors que l'on est jeune, dès lors qu'on s'adresse à la jeunesse, il faut veiller à ce que cette jeunesse puisse être au cœur de certaines thématiques. Et denrée rare, là encore, je veux dire que notre jeunesse, quand il s'agit de denrées rares, a son rôle à jouer dans la marche de notre pays, soit vers l'émergence ou soit vers des questions beaucoup plus larges, telles que économiques, financières ou telles que le chômage des jeunes. Notre jeunesse, en tant que denrée rare, peut aussi résoudre ces questions-là. Est-ce que vous voulez dire par denrée rare une jeunesse précieuse qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut associer dans tout? Exactement. La jeunesse doit être associée dans tout. Quelqu'un a dit que rien n'est impossible à la jeunesse. Et c'est en ce sens que la jeunesse n'est pas seulement précieuse, mais elle est indispensable. On ne peut rien faire dans un pays, rien ne peut marcher droitement dans un pays si la jeunesse est mise sur la touche. C'est en ce sens que la jeunesse doit être insérée dans le processus qui est censé conduire notre pays vers des lendemains qui enchantent. Alors, votre livre, vous l'avez subdivisé en 5 chapitres, hein. Nous n'allons pas peut-être tout finir aujourd'hui parce que nous n'avons que quelques minutes pour cette émission. On va essayer un peu d'aller plus vite pour comprendre un peu la quintessence de chaque chapitre. Alors, vous dites ici dans le premier chapitre que la jeunesse, vous vous interrogez sur l'identité même de la jeunesse. Dites-nous pour vous, la jeunesse, c'est quoi, c'est qui dans votre ouvrage? Ouais, très intéressant. Dans le premier chapitre, il est intitulé La jeunesse, et il y a une virgule, qui est jeune? C'est une interrogation, parce qu'on remarque un peu partout que même des personnes qui ne sont pas jeunes, qu'on pourrait qualifier des personnes beaucoup plus mûres, se qualifient de jeunes. Donc ici, dans le livre, j'ai voulu ramener les choses à l'ordre comme pour dire que tout le monde n'est pas jeune. Mais on peut être jeune soit par un état d'esprit, ou soit encore dans un contexte que je vais annuel. Prenons le cas de l'âge. Quand il s'agit des textes des Nations Unies, il y a une classification de la jeunesse. Et pour ce qui est du Congo, on est jeune entre 15 et 32 ans, mais selon certaines circonstances, cela peut aller vers 35 ans. Donc le premier chapitre porte sur cette question de délimitation de la jeunesse dans le contexte âge, pas dans le contexte état d'esprit. Vous pensez que dans le combat que vous voulez pour une jeunesse émergente ou encore le combat que vous voulez dans le développement de la jeunesse, si vous me permettez, vous pensez que la tranche d'âge ou l'âge est important? Oui, je pense que l'âge est important. En quoi l'âge est important? Non, mais l'âge est important parce que, d'abord, même dans les Saintes Écritures, il est dit que la vigueur appartient à la jeunesse et que c'est quand on est régi par un âge donné qu'on a une force donnée. Une personne qui a 60 ans n'a pas la même force physique qu'une personne qui a 22 ans. C'est en ce sens que l'âge, quand il s'agit de parler des questions juvéniles, est très important parce que ce sont les jeunes qui vont sur le terrain, qui travaillent,
qui labourent la terre pour que notre pays, quand il s'agit par exemple des questions liées à l'alimentation, puisse se retrouver alimentairement. Donc la jeunesse, dans le critère âge, est très important. Même si je suis de ceux qui conçoivent qu'on n'est pas seulement jeune parce que l'on a 22 ans, 23 ans, mais on est aussi jeune par rapport à notre état d'esprit. Alors, vous parlez d'âge tout à l'heure, de la tranche d'âge. Le constat que nous faisons, c'est vrai que les jeunes sont les plus dynamiques, mais nous constatons aussi qu'il y a des jeunes plus paresseux, malgré leur jeunesse. Ils sont moins forts, moins efficaces, moins compétents que certaines personnes plus âgées qui sont au-delà de cette tranche d'âge de la jeunesse. Bon, c'est un constat et dans toutes les sociétés, on rencontre toujours certains jeunes fébriles. En fait, je voulais vous faire comprendre par là que l'âge en soi n'est pas important dans le combat qui est le vôtre. Non, je pense que c'est une erreur de penser que l'âge n'est pas important. L'âge est important, mais l'âge n'est pas indispensable. L'âge est important dans ce sens où l'on sait que quand on a un âge donné, on est plus apte à faire tel travail qu'une personne qui a plus de 50 ans. C'est dans ce contexte-là que l'âge est important. Mais non, l'âge n'est pas indispensable dans le sens où une personne mature peut apporter une certaine connaissance. C'est comme je l'ai dit dans mon livre, j'ai développé une synergie dans laquelle je dis action des jeunes, expérience des anciens, jamais l'un sans l'autre. En d'autres termes, il faut que les dirigeants actuels puissent établir une politique de solidarité intergénérationnelle afin de permettre à la jeunesse de se retrouver dans le concert qui régit notre pays en termes de développement, en termes de questions macroéconomiques et de questions d'émergence. Alors l'âge, il y a aussi la moralisation de la jeunesse. Ça, c'est le deuxième chapitre de votre ouvrage. Vous parlez des conséquences de l'absence de la moralisation. Vous pensez que cela impacte aussi peut-être un obstacle au combat que vous parlez tout à l'heure. Exactement. Une jeunesse qui n'est pas moralisée est une jeunesse vouée à l'échec. Et c'est une jeunesse qui est une carie dentaire pour son pays. C'est en ce sens que j'ai porté la question de moralisation, comme pour dire que la question de moralisation concerne les jeunes, c'est vrai, mais concerne beaucoup plus aussi l'homme politique. Parce que c'est l'homme politique qui est le rédacteur des lois quand il s'agit des députés. Et donc, dans notre pays, je pense qu'il faudrait que nous puissions prendre des mesures législatives fortes et urgentes pour moraliser la classe politique, mais aussi la classe juvénile, en ce sens où il faudrait qu'il y ait de l'ordre. Quand je parle d'ordre, je vois qu'il faut, dans le terme de moralisation, qu'il y ait des lois qui interdisent. Je donne un exemple aux jeunes âgés de moins de 18 ans d'avoir accès à des endroits ambiants et de ferveur ambiante, ce qui est inadmissible. Donc c'est dans ce contexte que je parle de moralisation où il faut que l'homme politique puisse s'imprégner de cette question, mais que le jeune aussi de son côté doit se sentir interpellé. Alors nous allons rester là. Pour connaître, pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a au Congo des jeunes audacieux, capables de prendre leurs responsabilités, capables aujourd'hui d'être associés dans la gestion de la chose publique? Oui, bien sûr. Tout comme à l'époque, il y a eu des jeunes audacieux dans les années 66 qui ont pris les affaires de notre pays en main. Je voudrais citer par là Marien Ngouabi qui, à l'âge de 30 ans, a pris les affaires du pays. Je pense qu'aujourd'hui aussi, fort de cette expérience, fort de cette histoire, il y a des jeunes dans notre pays qui sont aptes à être au cœur des grandes questions politiques. Des jeunes qui peuvent soulever le monde, comme je le dis. Des jeunes qui peuvent aujourd'hui faire en sorte que notre pays puisse être sur l'orbite. Et je ne vais pas juste me lancer dans une littérature comme ça, je vais vous donner un exemple, que dans notre pays aujourd'hui, excepté juste les questions politiques, prenons le cas par exemple des questions liées à l'entrepreneuriat. Il y a un certain nombre de jeunes, pour ne pas citer le jeune, un certain nombre de jeunes qui font aujourd'hui la fierté de notre pays dans le terme des nouvelles technologies. Aujourd'hui, le Congo est cité comme le pays qui a conçu la première tablote Monco. Exactement, vous l'avez cité, enfin vous avez cité la société, c'est encore mieux. Exactement, je pense qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui peuvent, quand il s'agit des questions entrepreneuriales, des questions liées à l'économie aussi, qui peuvent permettre à ce que notre pays puisse souffler d'une oxygène émergente. On a l'impression que pour vous, la jeunesse congolaise ou la jeunesse africaine est exemple des défauts que nous constatons, des maux que nous constatons. Pendant ce temps, quand nous faisons le constat sur le terrain, c'est une jeunesse, comme on la présente aujourd'hui, incompétente, une jeunesse presque perdue. Vous allez vous rendre compte que dans
toutes les rues presque de Brazzaville, on ne peut sillonner sans voir les jeunes s'empiffrer d'alcool à la longueur de journée, des jeunes presque perdus. Et aujourd'hui, vous pensez qu'il y a des jeunes capables de prendre les choses en main. De quels jeunes, de quelle jeunesse parlez-vous réellement? Je viens de vous parler de cette jeunesse, mais il faut revenir sur une chose. Vous venez tout à l'heure de dire qu'il y a des jeunes qui traînent à longueur de journée dans des débits de boissons. Ce qui n'est pas faux, c'est une réalité, nous le constatons tous les jours. Mais je me dis que ces débits de boissons, d'abord, ne sont pas érigés par les jeunes. Ces débits de boissons sont érigés par des personnes qui sont censées moraliser la jeunesse. Donc c'est dire que le problème ne repose pas seulement au niveau des jeunes, le problème repose aussi au niveau des anciens, au niveau de ceux qui nous ont conçus, au niveau de nos parents. Quelle est l'éducation qu'ils nous donnent? Quel est l'exemple qu'ils nous donnent? Je me dis, comme je l'ai dit dans mon livre, qu'il faut qu'à un moment donné, que nous puissions prendre des mesures législatives urgentes, mettre des propositions de loi ou des projets de loi, si cela émane du gouvernement, pour que nous puissions contraindre certains responsables de débits de boissons, pas seulement des débits de boissons, mais certains responsables des endroits où les jeunes y vont, pour qu'ils puissent faire en sorte que ce ne soit plus des personnes de moins de 18 ans qui y aillent, mais des personnes plus adultes. Et pour ce que vous avez dit, pour rebondir, je ne partage pas le fait que la jeunesse, vous avez semblé dire que la jeunesse dans son ensemble, elle est un peu moribonde. C'est vrai que ce n'est pas ce mot que vous avez utilisé, mais approximativement. Je ne pense pas que notre jeunesse soit celle-là. Aujourd'hui, il y a plusieurs questions d'ordre économique, d'ordre législatif qui sont à l'ordre du jour. Les jeunes, on les voit dans des plateaux télé, on les voit débattre, discuter, même si cela ne se fait pas à la hauteur de nos attentes. C'est vrai que nous voulons que la jeunesse puisse être plus représentée, mais pour que notre jeunesse puisse être représentée, il faudrait d'abord que nous-mêmes, nous puissions prendre conscience de notre énergie, prendre conscience de notre potentiel. Et deuxièmement, il faut que l'homme politique puisse associer le jeune dans le processus qui est censé conduire notre pays vers la voie, j'insiste, de l'émergence. Titi Bonheur Basseka, vous dédouanez la jeunesse, on a cette impression. Pensez-vous pour que la jeunesse sache lui-même ou encore prenne conscience de la réalité ou de la dangerosité de l'abus d'alcool pour sa santé, il faut qu'il ait la chicotte quelque part. Pensez-vous pour qu'une jeunesse prenne conscience que l'école est très importante, qu'il faut l'achever, qu'il faut aller plus loin dans les études, il faut de la chicotte. Pensez-vous pour un apprentissage, je voulais dire, plus approfondi et sérieux, il faut de la chicotte. Le constat que nous faisons, la jeunesse, vous le savez certainement, j'ai tout à l'heure pensé, mais à qui avez-vous destiné ce livre-là? Parce que la jeunesse, elle, ne se donne pas à la lecture. Est-ce que vous pensez qu'il faut de la chicotte? Il faut des lois plus rigoureuses pour contraindre la jeunesse à lire, à laisser la boisson, à se donner aux études? Écoutez, il faut certes des lois plus rigoureuses, il faut de la volonté politique surtout. Je me dis qu'aujourd'hui, si dans notre système scolaire, on essaie un peu d'apporter un souffle nouveau, une certaine créativité qui inciterait les jeunes à la lecture, je pense qu'aujourd'hui, la lecture sera l'opium de notre jeunesse. Je pense aussi... Le ministère de la Jeunesse a mis en place des maisons de jeunesse. Et là-dedans, nous trouvons des bibliothèques, nous trouvons des salles informatiques. Écoutez, malheureusement, ces maisons ne sont pas fréquentées. Il y a même un bus qui passe d'arrondissement en arrondissement, les bus de lecture. Malheureusement, ces bus sont à la longueur de journée vides. Les jeunes préfèrent les débuts de boisson que la lecture. Je ne pense pas que les jeunes préfèrent, comme vous dites, enfin... C'est vrai qu'il y a cette tendance des jeunes de beaucoup plus se donner aux questions ambiantes. Mais il ne faut pas oublier que la jeunesse, c'est l'âge des patients. Et je me dis que quand on est jeune, il y a une époque de sa vie où on se laisse parfois emporter par cette ferveur ambiante. D'une façon comme d'une autre, nous l'avons tous connu. Mais vient un temps dans notre âge de jeunesse où on se réveille. Mais le réveil vient à la fois de notre prise de conscience personnelle, mais aussi de l'accompagnement des aînés. Et c'est là où j'interpelle nos aînés, c'est là où j'interpelle les dirigeants politiques. Et selon vous, ça veut dire que les aînés, comme disent une certaine opinion, n'ont pas préparé cette jeunesse, n'ont pas mis toutes les conditions, les commodités qu'il faut pour que cette jeunesse soit bien encadrée, je me dis plutôt que les aînés n'en font pas assez. Il y a des démarches qui sont prises. Vous avez parlé tout à l'heure des bus scolaires, vous avez parlé tout à l'heure des maisons de jeunesse, mais on n'en fait pas assez. Je me dis qu'il faut vraiment que le jeune se trouve impliqué, concerné,
de façon Ça aiguë. veut dire comment? Ça veut dire que le jeune, quand il s'agit par exemple des questions politiques, il faut que le jeune soit mis sur des thématiques où il peut décider, où il sait que si je prends une décision qui va en l'encontre de telle option, je vais entacher l'avenir de notre pays. Qu'aujourd'hui, les choses reposent entre mes mains, il faudrait que nous puissions faire ceci. Je me dis qu'il faut que les jeunes ne puissent pas seulement être les coursiers, soit des partis politiques, les coursiers des aînés, mais il faut aujourd'hui que les jeunes puissent être ceux-là à qui on va léguer le bâton. Mais il ne faudrait pas que nous puissions avancer avec une conception qui voudrait nous faire croire que la jeunesse congolaise est encore au biberon et qu'elle n'est pas assise pour... C'est pourtant Je le ne pense pas, je ne veux pas m'asseoir dans cette conception. Je ne veux pas m'asseoir dans cette conception congolo-pessimiste qui voudrait nous faire croire que la jeunesse est encore au biberon. Non, je dis tout à l'heure que quand on est jeune, il y a des passions que nous connaissons. Nous avons tous connu une ferveur ambiante, mais vient un temps de notre jeunesse où on se réveille. Moi, je me dis, en tant qu'écrivain, en tant que jeune, je suis âgé de 23 ans, j'ai une petite histoire à moi, et les jeunes qui m'ont connu hier dans un certain lobby, et aujourd'hui qui me connaissent en tant qu'écrivain, en tant que vecteur du savoir, je vais le dire, peuvent aussi se réveiller. Moi, je pars de cette idée-là. Moi, je suis un Congolais optimiste qui veut prôner un discours futuriste, un discours qui soit basé sur l'avenir de notre jeunesse. Et c'est ça même l'objet de notre livre. Et vous avez demandé dans le livre, mais à qui s'adresse le livre? Je dis que le livre s'adresse à la fois à notre jeunesse, mais aussi interpelle notre classe dirigeante, parce qu'il est temps qu'aujourd'hui, nos aînés, qu'il est temps aujourd'hui que les dirigeants politiques puissent établir une politique de solidarité intergénérationnelle, parce qu'il n'y a pas de succès dans un pays sans la préparation des successeurs. On va parler rapidement du troisième chapitre, mais avant, vous avez mis l'accent sur le code de bonne conduite du jeune citoyen congolais. C'est un code mis en place par le ministère de la Jeunesse, certainement, pour essayer de juguler tous les mots que nous avons essayé pêle-mêle de citer tout à l'heure. Mais malheureusement, encore un constat, c'est que ce code de conduite sommeille dans les tiroirs. Nous rappelons que le ministre lui-même de la Jeunesse, Anatole Kolema-Kosso, avait pris la peine de distribuer quelques codes aux jeunes, mais malheureusement, on a l'impression que ce code sommeille dans les classeurs, dans les tiroirs des jeunes, parce que dans le terrain, on constate la montée des antivaleurs au jour le jour. Vous avez abordé ça dans votre livre. Mais prenons le cas. Tout à l'heure, on venait de dire que les codes sont en train d'être dans des tiroirs, un peu comme dans les oubliettes. Oui, voilà. C'est un constat que vous faites. Aujourd'hui, j'ai porté la question sur le code de bonne conduite parce qu'en tant que jeune, j'estime qu'il s'agit d'un code qui reflète un certain idéal perfectionniste, entre griffes, pour permettre à notre jeunesse de voir les choses plus différemment. Mais comme je l'ai dit au début, qu'il ne suffit pas aujourd'hui de présenter un livre à quelqu'un, que la personne à qui on présente le livre puisse changer de mentalité. Je pense qu'il faut expliquer à cette personne, thème par thème, question par question, les différents contours de ce livret. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Ouais. Il faut expliquer. Je parle pas seulement de l'organisation des conférences, mais je me dis aussi qu'il ne faudrait pas que nous puissions dérouter notre jeunesse. Aujourd'hui, il faut que nous parlons franchement. Qu'est-ce qui intéresse réellement la classe dirigeante de notre pays? Ce n'est pas la question du code de bonne conduite, c'est la question liée à la Constitution. Nous devons le dire clairement. C'est une question nationale, une question d'actualité. Certes, vous le dites, mais le code de bonne conduite, je me dis, non, au lieu... La question sur la Constitution n'est pas le programme d'activité du ministère de la Jeunesse. C'est vrai que ce n'est pas le programme d'activité du ministère de la Jeunesse, mais vous êtes journaliste. Vous n'allez pas dire que Kolema-Kosso a oublié la jeunesse pour la Constitution. Ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que vous êtes en train de dire. Je suis en train de dire que la classe dirigeante aujourd'hui semble beaucoup plus s'attacher à la question constitutionnelle qu'à la question liée au code de bonne conduite ou encore à la jeunesse. Ou encore, quand on parle de la Constitution, on veut nous faire croire qu'il s'agit de la jeunesse, alors que la jeunesse, dans sa diversité, ne s'est pas encore réellement prononcée sur la question constitutionnelle. Je veux rebondir sur la question liée au code de bonne conduite. Avec quel jeune Kolema-Kosso va-t-il s'atteler à expliquer détail sur détail le code de bonne conduite, pendant que ces jeunes-là, pour la plupart, vous le savez, n'arrivent en politique que pour 2000 francs, pour des t-shirts, pour acclamer, et parfois sans connaître même les raisons. Lesquels donnent ces 2000 francs à ces jeunes? Il ne faudrait pas que nous puissions nous leurrer
Aujourd'hui, la jeunesse congolaise, nous le savons tous, est frappée par ce que nous appelons le chômage des jeunes. C'est une question qui est d'actualité, c'est une question que c'est ça qui est à réaliste. l'origine Je ne pense de ce pas que que nous c'est vivons? ce qui est à l'origine du fait que les jeunes deviennent un peu comme des coursiers. Il y a d'un côté cette tendance démissionnaire des jeunes, je suis réaliste, mais il y a aussi cette tendance, il faut le dire clairement, à vouloir exploiter la naïveté de la jeunesse. Et qui exploite la naïveté de la jeunesse? C'est l'homme politique. Ouais. C'est pourquoi, une fois de plus, j'en appelle à une solidarité intergénérationnelle. Et c'est à l'acteur politique de mettre sur pied cette solidarité intergénérationnelle. C'est à l'acteur politique de prendre le jeune avec tous ses moyens intellectuels et de l'insérer dans le processus de développement. Il ne faudrait pas que nous puissions nous dire que notre jeunesse est une jeunesse qui s'enferme dans les débits de boissons. C'est vrai que c'est une question que nous observons tous les jours, mais il faudrait que nous puissions adopter un discours beaucoup plus optimiste, basé sur des questions qui vont permettre à notre pays d'être à la une demain. Alors, dans le 3e chapitre, vous parlez de la pensée politique congolaise. Et vous interrogez, vous avez mis l'accent sur en fait, la conception politique de la jeunesse. Comment la jeunesse, les jeunes Congolais pensent de l'émergence. Selon vous, que pensent les jeunes Congolais de cette émergence? Je me dis que les idées sont partagées. Il y a des jeunes qui ne croient pas en cette émergence. Ils ont leur raison. Et il y a des jeunes qui croient en cette émergence. Ils ont aussi leur raison. Moi, je m'inscris plutôt de ce jeune-là ou de ce Congolais qui croit en l'émergence de son pays, mais pas de façon naïve. Je pense que l'émergence d'un pays ne se décrète pas. L'émergence d'un pays ne se prophétise pas. L'émergence d'un pays se travaille jour après jour. Et qu'aujourd'hui, si nous voulons que la jeunesse congolaise, dans son entièreté, puisse réellement être intéressée sur la question d'émergence, il faut que jour après jour, nous puissions travailler. Il faut que jour après jour, nous puissions améliorer notre système éducatif. Il faut que jour après jour, nous puissions améliorer nos finances publiques, notre santé financière pour que la jeunesse... Et selon vous, aujourd'hui, il n'y a pas d'amélioration. Je me dis qu'aujourd'hui, je suis un Congolais, je suis un jeune Congolais qui a pour habitude de faire des tours dans des localités profondes. Je ne voudrais pas citer le nom d'une de nos localités où je suis allé personnellement et j'ai vu des enfants s'asseoir à même le sol. Nous sommes au 21e siècle. En quelle année? Récemment, je vous parle de l'année passée. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes un pays qui veut être émergent demain, mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Il faudrait que l'homme politique congolais ne puisse pas seulement s'arrêter au discours pompeux. Il faudrait que l'homme politique congolais puisse régler ces questions liées à la jeunesse congolaise. Prenons le cas de ce jeune qui se réveille à 2 h du matin pour aller à la faculté, pour prendre des cours. Vous pensez que ce jeune va réellement croire à l'émergence de notre pays? Bien entendu, non. Et donc, au lieu de toujours accuser les jeunes, de toujours penser que les jeunes... Au lieu de toujours, s'il vous plaît, je suis en train de vous répondre, ne m'interrompez pas. Au lieu de toujours penser que les jeunes sont au biberon, il faut réunir les conditions. Vous parlez de l'émergence, très bien. L'émergence ne se décrète pas, très bien. Vous avez certainement raison de le dire. Mais est-ce que l'émergence, c'est un appel à tous les Congolais? Quel est l'apport de la jeunesse dans cette émergence? J'ai l'impression que vous dédouanez la jeunesse. Vous pensez que tout doit se faire pour que cette jeunesse-là soit prise en compte. Mais quelle est la part, quel est l'apport, j'allais dire, de cette jeunesse dans l'émergence du Congo? Mais l'apport de la jeunesse congolaise dans l'émergence du Congo doit principalement s'inscrire dans les actions. Ce sont les jeunes qui sont sur le terrain. Ce sont les jeunes qui labourent la terre. Ce sont les jeunes qui construisent les maisons. Ce sont les jeunes qui construisent des édifices. Et ce sont les anciens qui nous donnent une certaine expérience, une certaine idée sur les choses. Je me dis que l'émergence de notre pays doit intéresser à la fois l'homme politique qui a décrété d'abord cette émergence, mais aussi le jeune Congolais dans les actions. Mais pour ce faire, il faudrait que nous puissions passer de la prophétie à la matérialisation. Titi Bonheur, et une matérialisation qui doit se faire jour après jour. En fait, vous appelez la jeunesse à se responsabiliser, mais la Constitution congolaise, surtout pour ceux qui aspirent à devenir président de la République, la Constitution bloque quelque part l'âge à 40 ans. Là, à 40 ans, on est plus jeune. Est-ce que vous ne pensez pas quelque part aussi, comme le débat aujourd'hui anime tout le monde, qu'il faut aussi changer la Constitution pour permettre aux jeunes Écoutez, c'est un débat qui est en train de faire sourire et de fâcher à la fois les hommes politiques. Dans la gastronomie politique congolaise, les gens en parlent. Les idées viennent de pêle-mêle. Et moi, j'ai donné mon avis dans le livre et je le réaffirme haut et fort que
Je suis de ceux qui pensent que notre Constitution, au lieu d'être changée, doit être révisée. Vous avez tout à fait raison de dire que l'âge bloque en fait les jeunes parce qu'il s'agit de 40 ans à 70 ans. Nous pouvons modifier cette disposition constitutionnelle et permettre à notre jeunesse, pas seulement d'aspirer à la fonction suprême, donc président de la République, mais aspirer aussi à des fonctions telles que député à l'âge de 20 ans dans certains pays. C'est des articles verrouillés, hein, l'âge et le mandat présidentiel. Les articles verrouillés, c'est le mandat présidentiel et le titre 1 et 2 de notre Constitution. Les titres 1 qui sont liés aux droits de l'homme, c'est des articles qui sont verrouillés. Et prenons par exemple le cas de la représentation au Sénat, de la représentation au Parlement. Ces articles ne sont pas verrouillés et qu'aujourd'hui nous pouvons assouplir cela en mettant sur pied une révision. Pour ce qui est de notre pays, moi je suis de ceux qui pensent que le changement de la Constitution ne devrait pas être normalement à l'ordre du jour. Je vais peut-être blesser certaines personnes, mais je parle là avec mon cœur et avec toute l'honnêteté qui peut me caractériser en tant que jeune. La question qui devrait plutôt être à l'ordre du jour, c'est de faire une sorte de bilan des 2 septennats qui ont été mis en œuvre par l'actuel chef de l'État. Ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et ce que nous devrons faire demain en 2016. Voilà. Ceci étant dit, la question liée au changement ou non de la Constitution peut encore attendre. Il y a des questions beaucoup plus urgentes. Nous avons épinglé les mots qui minent la jeunesse tout à l'heure. Vous avez dans votre ouvrage, nous allons terminer par là, proposer quelques approches de solutions. Hein. Vous allez d'une manière synthétique nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre tous ces problèmes de la jeunesse. Eh bien, je voudrais ici présenter certaines pistes de solutions, comme je l'ai dit dans mon livre. D'abord, la responsabilité du côté étatique. Il faut que l'État puisse mettre en place une volonté politique qui s'inscrive dans la durée, qui s'inscrive dans la moralisation et qui s'inscrive en termes générationnels. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'État, je vois l'homme politique, puisse permettre à la jeunesse d'aussi se retrouver dans des questions politiques, dans des questions qui interpellent notre souveraineté nationale. Maintenant, du côté de la jeunesse, il faut que nous puissions quitter le banc de ces jeunes qui sont dans cette ferveur ambiante, de ces jeunes qui, en lingala, estiment que Ezayo Motoko Bongi Samboka Oyo. Nous pouvons parler comme ça parce que nous sommes des Congolais. Je pense que nous devrons plutôt être ces jeunes qui accomplissent leur destin. Georges Bernard Shaw a dit que c'est la vraie joie de la vie de participer à une mission que l'on considère comme essentielle. Parce qu'en ce moment-là, on devient une vraie et une réelle force de la nature. Vous êtes étudiant à l'université Maringouabi. Exactement. Où avez-vous trouvé des moyens pour votre ouvrage? Eh bien, je suis étudiant, je suis boursier. Je perçois ma bourse trimestriellement. Et donc, avec les fonds de l'État que je perçois trimestriellement, je me suis organisé. Très bien. Merci de votre fidélité. L'entretien prend fin. On se retrouve la semaine prochaine.